C'est une démocratie politique et économique qui correspond à ce que nous appelons, quant à nous, et sans avoir le fétichisme des mots, une démocratie telle que notre pays n'en a jamais connue, parce qu'il fera du bonheur une idée neuve en France. Bonjour Laurent Delmas. Bonjour. Pourriez-vous en quelques mots nous présenter ce que raconte le film? Le film de Pierre Scheller est un film d'histoire, un film historique sur un moment ô combien important de notre histoire nationale, c'est-à-dire qu'il part d'avant, un petit peu avant la prise de la Bastille et poursuivre ensuite les différents événements politiques, sociaux, culturels qui s'en sont suivis jusqu'à la mort du roi et plus précisément jusqu'au vote de la mort du roi par les parlementaires français. Donc c'est un film historique, mais surtout une réflexion politique très, très, très forte à travers une fiction affirmée. Certains personnages, évidemment, beaucoup d'hommes politiques sont réalistes, d'autres venant du peuple sont inventés par Pierre Scheller pour les besoins de la fiction, mais avec l'aide de 2 ou 3 historiens de renom qui font que c'est une fiction, on va dire, pour le moins documentée. Pourquoi avoir choisi de présenter ce film dans le cadre des entretiens d'Auxerre qui portent sur la démocratie, son actualité? C'est un film historique, comme vous le disiez. Oui, mais parce que je pense qu'il ne peut pas y avoir de réflexion d'actualité sans un regard, un retour par le passé. Et singulièrement, quand on parle de démocratie en France, on ne peut pas faire comme si cette démocratie était acquise depuis la nuit des temps. Elle a une histoire mouvementée qui s'apparente ensuite d'ailleurs à celle de la République. Donc, on ne peut pas faire l'économie de ce retour vers ce qui s'est passé, des fondements de notre démocratie. Comment elle est née? Certains diront qu'elle est née sur un régicide. Oui, c'est certainement vrai en partie, mais c'est un acte fondateur très important que nous n'avons pas été les seuls dans le monde à faire, mais en tous les cas, avec cette ampleur, peut-être que oui. Et bien évidemment, c'est un regard qu'il faut porter. Comment les choses se sont-elles faites? Sur quels repères aussi, d'ailleurs, du passé se sont-ils fondés nos révolutionnaires? Ils se fondaient sur d'autres démocraties, et singulièrement la démocratie athénienne, par exemple, ou ce qui se passait ou ce qui ne se passait pas à Rome. Bref, eux-mêmes avaient un passé dans la tête. Alors, on ne peut pas interroger la démocratie actuelle, en France et dans le monde, sans d'abord interroger ses fondements. Et je crois que le titre d'ailleurs du film, Un peuple et son roi, de ce point de vue-là, est tout à fait illustratif, c'est-à-dire la mise en avant du peuple qui est peut-être l'élément central, nouveau, qui intervient dans le paysage politique national à partir de la Révolution française. Jusque-là, le peuple est absent. À partir de 1789, le peuple, politiquement, fût-il un peuple encore masculin, ça c'est une chose évidemment sur laquelle on pourrait s'appesantir, mais ce peuple masculin prend et la Bastille et la parole et une partie du pouvoir. Une autre question à vous poser, c'est que ce film sort dans un contexte social, politique très mouvementé, avec la crise des Gilets jaunes. Aujourd'hui, nous sommes dans un épisode sanitaire où justement le peuple et ce qui pèse sur ce peuple d'un point de vue biopolitique est très important. En quoi ça peut nous faire donc réfléchir à cette question, à la question du peuple en lien avec le populisme, les démocraties illibérales? Oui, je crois que c'est tout à fait d'actualité parce qu'on ne peut pas penser la démocratie, évidemment, sans le peuple. Hein, le mot peuple est dans le mot démocratie et que, bien évidemment, comme par exemple, on ne peut pas établir des équivalences entre ce qui est le national et ce qui est le nationalisme, établir des équivalences totales entre ce qui est le peuple et le populisme ne serait pas raisonnable. C'est ce que je crois, toute l'histoire nous montre, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a des frontières entre les deux, c'est parfois poreux, c'est parfois perméable, mais en tous les cas, tirer à ce point-là le parallèle ne serait pas raisonnable. Et le film de Pierre Scheller le montre bien parce qu'il y a un peuple et son roi, comme le titre l'indique, mais ce peuple
en prenant la parole, en envoyant des représentants faire la loi, ne tombent en rien dans le populisme, et ces représentants non plus, mais ils sont simplement dans la prise en compte de cet acteur nouveau, de cet acteur essentiel qui prend la forme du tiers-État par rapport au clergé, par rapport à la noblesse. Après, c'est oui, on peut appeler le peuple le tiers-État. C'est une façon d'envisager les choses, pas la seule, mais c'est une façon d'envisager les choses. Alors, par rapport à notre présent, eh bien, je crois que l'idée, c'est que, quelque part, tout mouvement populaire dans la France des années 2000, mais comme c'était le cas dans la France des années 80, 1950, etc., tout mouvement populaire a, en quelque sorte, une base révolutionnaire de 89, je dirais, et a une racine avec ce qui s'est passé à ce moment-là, qui était une appropriation, je ne dirais pas une réappropriation, une appropriation d'une place. Là, on est plutôt effectivement dans une réappropriation, puisque a priori, la démocratie est là, la République aussi, le peuple devait être au premier rang des préoccupations. Il ne l'est pas toujours, donc comme un mouvement comme les Gilets jaunes, c'est une forme de réappropriation populaire d'un espace qui, semble-t-il, n'est plus occupé par le peuple alors qu'il devrait l'être. Après, à chacun de juger les formes que cela prend, les revendications que cela recouvre. Mais en tous les cas, je pense que vraiment, et on l'a vu d'ailleurs pendant le mouvement notamment des Gilets jaunes, mais pas seulement, on voit des bonnets phrygiens qui réapparaissent dans les manifestations, on voit une symbolique révolutionnaire, c'est vrai, avec des débordements. J'entendais récemment 2 historiens être totalement antinomiques ou opposés sur la lecture qu'ils avaient de l'appropriation de l'Arc de Triomphe et des symboles républicains et démocratiques afférents par les Gilets jaunes. Certains disaient ils ont martelé, ils ont détruit, donc ils sont contre, et d'autres disaient s'ils se sont retrouvés là, à l'Arc de Triomphe, avec les figures républicaines, etc., c'est qu'ils renouaient avec l'histoire, avec un grand H, avec la grande histoire, leur grande histoire. Donc même les historiens, et c'est tant mieux, ne sont pas d'accord sur les lectures et les utilisations du passé qu'on peut faire dans le présent, mais ça montre bien ô combien que le passé est présent en nous. Est-ce qu'on pourrait réinscrire ce film dans l'œuvre longue, dense et riche de Pierre Schoeller notamment? Est-ce que c'est la suite de l'exercice de l'État, ce très beau film qu'il avait réalisé, où on voit plutôt les arcanes du pouvoir, les cabinets, le président, les ministres? Est-ce que finalement c'est une forme de droite suite de ce premier film? Oui, c'était le deuxième après un film qui s'appelait symboliquement Versailles et qui était lui plutôt sur, alors pour le coup le peuple, mais le peuple totalement exclu à travers un SDF. Mais effectivement, vous avez tout à fait raison, Pierre Schoeller est un de nos rares cinéastes politiques, on va dire. Il y en a très très peu en France, je dirais hélas, car il me semble que le cinéma peut tout à fait avoir avec la réflexion politique par le biais de la fiction. Ce sont des très très beaux films de fiction d'abord, mais ce sont aussi des films de réflexion. Et effectivement, je crois qu'il y a, alors la chronologie est un peu inversée. Idéalement, d'une façon cartésienne, Schoeller aurait dû commencer par Un peuple et son roi, et puis en arriver à l'exercice de l'État. Ça, c'est notre cartésianisme fou qui l'indiquerait, mais peu importe. L'important, c'est qu'effectivement, on sente chez lui une volonté d'interroger la République, d'interroger la démocratie, d'interroger le pouvoir, l'exercice de l'État, l'exercice du pouvoir, comme il le disait à travers son film. Et effectivement, je crois qu'il y a un continuum. Ce qui est un petit peu dommage, il faut le dire, c'est que le relatif insuccès, le fait que le film n'ait pas eu assez de spectateurs, Peuple et son roi, a remis en cause, hélas, le tournage de la seconde partie du film, car évidemment, dans l'esprit de Schoeller, c'est un diptyque, et après la mort du roi, il y avait bien d'autres épisodes dans ce contexte-là, et qu'il avait envie de montrer à travers un second film. Je crains hélas qu'il ne puisse le faire. Mais c'est bien dommage parce que véritablement, c'est trop rare que des cinéastes français interrogent la politique. Et alors, interroge la Révolution française aussi, parce que là, pour le coup, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la relative médiocrité générale du traitement de la Révolution française dans le cinéma français, à quelques exceptions près, dont évidemment Pierre Schoeller. On pourrait citer la Marseillaise de Jean Renoir, qui se tient beaucoup, mais en revanche, les films, malgré leur côté grande fraisse
historique de Guitry, de Robert Enrico, sans même parler de Philippe de Broca, hélas, ne sont certainement pas à la hauteur du sujet et certainement pas, en tous les cas, capables, alors pour le coup, eux, de réellement nous éclairer, une fois de plus à part le film de Jean Renoir, sur, au fond, qu'est-ce que c'est que cette naissance de la démocratie en France à travers cet événement révolutionnaire. Alors en effet, on pense peut-être même aussi à ces mauvaises productions de Netflix sur la Révolution qui justement ne nous éclairent pas beaucoup sur les ressorts profonds de ce qui se joue à ce moment-là. Vous parliez, et ça sera peut-être la conclusion de cet entretien, de grands réalisateurs politiques. Je ne sais pas, en vous écoutant, je pensais peut-être à Tavernier en me disant qu'il y avait une forme de, peut-être pas de filiation, mais de proximité. Est-ce que vous pourriez, pour les spectateurs des entretiens d'Auxerre digitaux 2020, nous conseiller quelques films de ce courant de films politiques, de grands films politiques? Je disais donc vraiment, pour ce qui concerne la France, restons là, parce que si on se déplaçait en Italie ou aux États-Unis, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Mais si on reste en France, je crois effectivement, le film de Pierre Scheller, pour moi, alors depuis qu'il est sorti, incontestablement, c'est un grand film politique. Il y a eu récemment un film de Nicolas Pariser, ou deux films de Nicolas Pariser, dont le dernier s'appelle Alice et le maire, qui sont là aussi de belles réflexions sur ce qu'est la politique au sens quotidien du terme, l'exercice une fois de plus du pouvoir. Et puis, si on veut remonter le temps, on peut effectivement citer Renoir, les films de Costa Gavras comme l'affaire de la section spéciale ou des choses comme ça. Il y a quand même un courant politique. Ce qu'on note, c'est qu'il y a un courant politique en France, mais qui est souvent de l'ordre du jeu de massacre. C'est-à-dire que de Jean-Pierre Mocky à Yves Boisset, on a plutôt le sentiment que ce qui intéresse les réalisateurs, c'est d'y aller franchement dans la dénonciation de ce qui serait une classe politique un peu pourrie par définition, sujette aux malversations, aux manipulations, etc. On peut déplorer l'absence effectivement de films politiques un peu plus subtils. Vous disiez, Bertrand Tavernier, à travers par exemple Que la fête commence, sous des allures très joyeuses, très festives, c'est un vrai film aussi quand même de réflexion politique sur, alors pour le coup, la France d'Ancien Régime, la France d'avant Un peuple et son roi. Ça peut tout à fait effectivement être inscrit dans ce courant, mais une fois de plus, on ne peut pas dire qu'il soit extrêmement flamboyant en France. On accumulerait les exemples plus facilement chez nos voisins italiens, par exemple, à une certaine époque, même si Nanni Moretti, par exemple, avec Le Caïman, un portrait de Berlusconi, continue malgré tout sur cette tracée politique engagée par Pasolini, Francesco Rosi et tant d'autres. Et puis, je ne parle pas évidemment du cinéma américain, qui là aussi est très politique, mais souvent. Mais on peut regretter effectivement cette atonie, cette discrétion, va-t-on dire, pourrait-on dire, du cinéma français. Raison de plus pour, quand il y en a un, se précipiter dessus. Et franchement, le film de Pierre Scheller, Un peuple et son roi, est vraiment, vraiment à conseiller, et singulièrement pour lancer les beaux débats qu'auront ces entretiens d'Auxerre cette année, même s'ils se déroulent dans un contexte un peu particulier. Il nous reste à vous remercier, Laurent Delmas. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, et je vous dis à très bientôt. On ira voir ce film.